Retour donc sur le plateau avec les mêmes invités, le professeur Jean-Paul Mbelek, patient parfum d'homme, Jonathan Batengene, Issa Diawara et Issa Sissé pour parler cette fois-ci du Mali avec cette information. On revient sur cette information avec le MNLA qui espère donc, qui souhaite un rassemblement au sein de la même plateforme de tous les groupes rebelles et anciens rebelles qui opèrent du côté du Mali ou bien qui ont opéré du côté du nord du Mali. On s'interroge sur la volonté du MNLA de créer cette fusion. Est-ce pour continuer les attaques contre le Mali qui est vraisemblablement sur le chemin de la libération à la suite de la prise du pouvoir par le colonel Assimi Goïta et les 6 colonels de Bamako comme on les appelle désormais. Nous traiterons donc de cette seconde actualité avec vous, chers téléspectateurs, et également nos invités au cours de cette deuxième partie du Mérite panafricain. On va de ce pas prendre la direction de Bamako pour retrouver le doyen Issa Sissé pour revenir un peu sur cette information qui concerne cette fusion souhaitée par le MNLA. Issa Sissé, quels sont tout d'abord les échos qu'on a du nord du Mali en ce qui concerne la volonté du MNLA de regrouper la quasi-totalité des groupes rebelles qui opèrent dans le nord du Mali? Oui, merci beaucoup de me redonner la parole sur le Mali. Cela n'est pas surprenant. C'est ce que nous aussi, le Malien, attendait aujourd'hui, que le MNLA d'aujourd'hui n'est pas le MNLA lorsque Ibrahim Boubacar Keïta était au pouvoir. Nous avons la solution du MNLA. C'est les cris aux abois, c'est les derniers espoirs qui sont en train de profiler aujourd'hui. Pourquoi? Nous avons un général Gamou, à lui seul, avait prédit au nord du Mali en 2018 qu'après la fête de Tabaski, ils appellent tous les Touaregs qui sont dissidents, qui sont contre le MNLA. Après la fête, l'égorger nos moutons, lui seul, il va libérer le nord du Mali. La France a eu peur et il a sonné Ibrahim Boubacar Keïta pour faire replier le général Gamou et revenir à la base au Mali. Le MNLA n'est pas une peur pour nous. Ils sont aux abois. Parce que moi je dis, aujourd'hui ce qu'on doit faire, montrer à la France l'accord d'Alger, nous devrons la déchirer. Il faut un vrai combat au Mali pour évincer le MNLA, à leur faire plier aujourd'hui jusqu'à l'intégrité territoriale de notre nation. La guerre au Mali n'est pas finie, mais nous allons livrer une bataille aujourd'hui qu'ils vont comprendre. Ils sont en train d'appeler tout le monde. Le peuple malien est prêt aujourd'hui à accompagner l'armée malienne. Nous allons rentrer à Kidal et montrer au MNLA qu'ils ne sont que des pions de la France, qu'ils ne sont que des marionnettes, qu'ils ne sont que des soumis à l'autorité française pour venir vraiment au Mali. Ça n'est fini. C'est ce que les jeunes militaires ont fait. Ils ont fait partir la France et dire au MNLA, regardez, nous allons livrer une bataille sanglante et vous n'allez plus parler vraiment de la division du Mali. Pourquoi la France n'a pas donné aux Corses leur indépendance? Pourquoi la France n'a pas tué les tenants des Corses? Pourquoi ils n'ont pas été à une table de négociation pour pouvoir donner l'indépendance aux Corses? Et si ce n'est pas faisable en France, cela ne serait pas faisable au Mali. C'était par peur et c'était par trahison qu'ils ont trahi le Mali et amené vraiment un régime corrompu à aller vraiment à un cessez-le-feu unilatéral. Et c'est faux. C'est ce que le peuple malien doit savoir. C'est un État souverain, 2 États qui peuvent faire une guerre. Et celui qui gagne, il devra faire comme la Russie est sur l'Ukraine. C'est 2 États. Mais comment des bandits armés, des pourritures, des vagabonds, des drogués, prendre l'arme au seuil du monde entier pour venir évincer une armée régulière et pour dire que le Mali doit aller à un cessez-le-feu avec eux? Ce n'était pas le MNLA. C'est la France qui a capturé le Mali. Et c'est ça la réalité. La France a capturé le Mali et la France vraiment a poussé le MNLA à inverser l'armée malienne et se cacher derrière pour qu'il le fasse. Nous allons livrer une bataille sanglante. C'est la population malienne qui prendra l'arme, accompagner l'armée malienne. Nous allons rentrer à Kidal pour la libération définitive de notre continent. Et cela va être un exemple pour dire que l'Afrique ne doit pas se laisser faire. Ils ne pourront pas pousser des pions, ils ne pourront pas armer des bandits pour venir dire qu'aujourd'hui que nos pays doivent être divisés. Non,
Ce n'est pas les MNLA qui ont le pouvoir pour pouvoir travailler sur le nord du Mali. Toutes les potentialités géoéconomiques de notre pays, c'est la France qui la vise depuis 1957. La France a visé vraiment pour ce truc-là et pour dire le Mali. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas et nous n'allons pas nous laisser faire. Il y aura des liesses au Mali. Le MNLA ne pourra rien. Il ne pourra rien. C'est fini. C'est comme le cri des Américains aujourd'hui. Moi, je dis, j'aimerais bien que le peuple africain comprenne une seule chose. L'Europe, l'Occident a mis deux sources d'information pour maintenir l'Afrique. Ils ont dit, notre puissance servira d'exemple aux Africains que nous sommes des super. Un. De deux, il faut maintenir la pression sur les Africains jusqu'à ce qu'ils n'auront pas le courage de nous regarder et parler en face. Vous voyez, le jour où les Américains ont menacé le Burkina, toute l'Afrique est alerte. Les États-Unis ont parlé. C'est du bluff. Il ne faut pas y croire. C'est ça leur idée. Nous les attendons. Nous voulons leur dire que l'Afrique est prête. Le cas de Mohamed Kadhafi, c'était Kadhafi seul contre des groupes montés contre lui et que vraiment il est là. Assimi n'est pas seul aujourd'hui. C'est le peuple malien qui accompagne Assimi. Une menace grave pour l'Occident et pour les États-Unis. Le peuple burkinabé accompagne Ibrahim Traoré. C'est une menace. Il n'est pas seul. Il est avec le peuple burkinabé. C'est la différence entre le cas de Kadhafi et le cas qui se voit vraiment au Burkina aujourd'hui. Et il est différent aussi comme le cas du Mali aujourd'hui, comme le cas de Doumbia en Guinée. Donc ça veut dire, si tu vois que Pyongyang a pu menacer les États-Unis jusqu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils ont l'arme nucléaire. Non, parce que le petit, il est avec son peuple. C'est ça la différence. Aujourd'hui, le combat africain va être gagné. Pourquoi? Elle est même gagnée parce que c'est le peuple qui accompagne ces régimes-là. C'est le peuple qui accompagne ces régimes. C'est la différence aujourd'hui. Donc il faut en tenir compte et c'est ce qu'on doit mettre au devant de la situation. Nous allons inverser le MNLA tout de suite. Nous leur demandons d'appeler toutes leurs protagonistes à une nouvelle bataille parce que le Mali ne sera pas divisé. Le Mali va être divisé sous le regard de la France. Le Mali va être divisé parce qu'aujourd'hui, ils sont aux abois. Je vais vous montrer une carte. Qui va vous le... Quelques petits soucis de connexion avec le doyen Issa Sissé. On espère quand la connexion sera stable, on reviendra vers Issa Sissé. On est ensemble, Issa Sissé. Vous étiez sur le point de nous montrer une carte. Voilà une carte, la Zawad. Là où il y a le noir. Mais au fond, de ce côté-là, pourquoi il y a le jaune? Pourquoi il y a le jaune ici? Parce que c'est l'exploit de la France pour exploiter tous les avoirs du Mali vers la Mauritanie. Les cartes en parlent beaucoup. Donc quand tu prends ça, quand tu prends cette carte, toutes les potentialités énergétiques, gazières, que la France veut traiter aujourd'hui pour l'Europe, pour l'Occident, parce qu'ils sont en chasse de gaz. Le transport de gaz du Mali, soit vers le Nigeria, soit vers l'Algérie, soit vers la Côte d'Ivoire. Tout ce contrat-là, elle est là. Ces noms sont là. Ce ne sont que des actionnaires français qui sont là. Ce ne sont que. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, le MNLA ne pourra rien. Nous n'avons pas peur d'eux. Aujourd'hui, le peuple malien est sur le qui-vive. Nous attendons que le MNLA bouge les fesses et pour qu'il saura qu'il va avoir un peuple averti devant eux et qu'il trouvera le peuple malien. Général Gamon à lui seul, avec son équipe, va tenir le MNLA au nord du Mali. Donc c'est pour dire que nous attendons ce moment-là. Voilà le projet gazier. Je ne pense pas si elle est visible.
le projet transgazier du Mali vers le Nigeria. Vous voyez? Soit le Nigeria en haut, en bas, la Côte d'Ivoire, soit l'Algérie en haut. C'est tout ce qu'ils veulent aujourd'hui. Elle est lisible. Junior, est-ce qu'elle est lisible? Effectivement, les contours, mais en gros, on voit la carte et on peut apercevoir une fois que vous nous donnez la description. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, quand tu vois la carte du Mali, allant de là, ce point-là, ici, ça traverse. Ça vient là. Toute le sphère du nord du Mali, elle est bourrée de gaz. C'est le projet transgazier du Mali. C'est la France qui le détient. Vous voyez? Transport du gaz du Mali. Voilà le projet. Donc ce combat du MNLA, elle est nulle et non avenue. Nous sommes prêts. Nous attendons la France. Nous attendons les Américains. C'est pour laquelle je dis que c'est des coups de bluff. Parce qu'ils veulent montrer leur suprématie et nous décourager vraiment à ce soulèvement. Nous allons nous soulever. Le Mali va être sur le terrain. Plus que le mouvement du Burkina Faso. Parce que nous sommes convaincus. Nous savons comment le Mali va être l'axe central. S'il y aura une troisième guerre mondiale, c'est au Mali que ça prendra le départ. Parce que l'Europe n'a rien. Et il ne pense qu'à toutes les potentialités géostratégiques et énergétiques de notre continent via le Mali. Donc nous ne allons pas céder. Et nous demandons au MNLA, s'ils n'ont pas le cœur de le faire, qu'ils continuent à le faire. Ils trouveront le Mali ici, ils trouveront le peuple malien debout tous ensemble, comme un seul homme, pour inverser vraiment cette tendance aujourd'hui. Parce qu'ils avaient mis des marionnettes dans notre pays pour pouvoir amener tout ce qu'ils veulent aujourd'hui. La France sait déjà que les militaires ont mis leur opération dehors. Les Nations Unies ont peur aujourd'hui. Donc cette liesse que vous voyez, c'est cette même liesse-là qui va atteindre l'attention du peuple africain pour dire que nous sommes déterminés pour l'assaut final et finir avec l'Occident. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Issa Cissé. Merci pour cette autre intervention. On va de ce pas également retrouver le général du peuple malien, Issa Diawara. En ce qui concerne ces mouvements rebelles-là, Issa Diawara, on le sait, sous Ibrahim Boubacar Keïta, la France a toujours été opposée à ce que le gouvernement malien entre dans une quelconque négociation directe avec ces groupes-là. Sous Assimi Goïta, également, les colonels de Bamako se sont dit ouverts en ce qui concerne une négociation, une entente, on va l'appeler comme ça avec ces groupes-là. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui et depuis quelques mois, quelle est la position officielle des autorités de Bamako en ce qui concerne ces groupes rebelles? Vous savez, puisque vous me posez la question, si j'avais été informé de cette thématique, j'allais même vous conseiller de l'enlever. Parce qu'il ne faut pas faire la communication des gens qui n'existent pas en fait, quoi. Les MLA là, ça n'existe pas, je vais vous dire comment. D'abord, les MLA a des ministres au niveau du gouvernement du Mali. Il y a quel MLA dans ce cas? Ça n'a pas de sens, c'est la dernière arme que la France est en train de sortir. Là où la France a fui, ce n'est pas des petits escrocs de la France qui vont tenir, vous aussi. Là où l'armée française a fui, les abandonnés là. C'est comme ça que quand on dit souvent les Noirs, là, souvent, l'Africain souvent se comporte à des trucs. Il faut comprendre la stratégie de l'Occident, de l'homme blanc, quoi, du colon, quoi. Mais comment toi tu veux tenir et être là où, en tout cas, le colon même a fui? Vous savez, je vais vous parler un peu de la géographie du Mali. Le Mali, la ville de Gao seulement est à 1222 km de Bamako. La ville de Gao, c'est à 1222 km de la ville de Bamako. Vous savez, le Mali, c'est 2 fois la France.
Beaucoup de pays créants, il y a les terroristes là-bas, mais les Mali, là, ça vaut 4 fois leur superficie, mais 5 fois. La partie sécurisée du Mali, ça fait 2 fois, 3 fois leur superficie. Hein. Comprenez que pour acheminer des troupes de Bamako, par exemple, jusqu'à Gao, ce n'est pas une mince affaire. Quand la France nous mettait dans cette guerre, en réalité, ça joue sur l'économie. C'est très normal. Je vais vous dire, les MLA, en plus d'avoir participé au gouvernement, a déjà au niveau du CNT, c'est-à-dire le Parlement de la transition, mais vous allez comprendre encore que pour les MLA qui disent faire une fusion là, vous avez un jour, il faut faire peut-être une émission spéciale, je vais vous décortiquer de A à Z ce qui se passe au nord du Mali. C'est quoi cette rébellion? Le MLA est dans une coalition. Quand le MLA vous parle de fusion là, c'est pourquoi je dis, je n'arrive même pas parler de ça. Le MLA est déjà dans une coalition qu'on appelle la SEMA. Le MLA, c'est le Mouvement National de Libération d'Azawad. Ce mouvement-là, ce groupuscule-là, se trouve, puisque quand le MLA est en difficulté, c'est quoi le MLA? Le MLA, c'est un groupe armé qui se dit constitué d'abord des Touaregs. Puisque les Touaregs, là, il y a plusieurs, en tout cas, catégories, il y a plusieurs tribus Touaregs. Les MLA, c'est ce qu'on appelle en réalité des Ifogas. C'est constitué en majorité des Touaregs qu'on appelle les Ifogas. Mais il y a d'autres Touaregs, il parlait du général Gamou, et ils sont des Imgad. Des Touaregs Imgad qui sont même majoritaires sont opposés au combat mené par les MLA qui n'est autre combat que le combat de la France contre le Mali. C'est pourquoi les premiers combattants contre les Touaregs-là, Ifogas, armés, c'est bien sûr un autre Touareg qui est le général El Hadj Gamou, qui est un général de l'armée malienne, qui a des hommes très déterminés et qui voulait même déloger les MLA de Kidal. Pas le MLA seulement, la coalition dans laquelle se trouve le MLA. Cette coalition, on appelle ça SEMA. Parce que quand la France a décidé que les MLA viennent au nord du Mali, le MLA n'a jamais réussi à contrôler une ville du Mali. Qu'est-ce que les MLA fait? Les MLA, c'est allié à tous les terroristes. Ce qu'on appelle Al-Qaïda et autres là. C'est comme ça que le nord du Mali était tombé. Pour les terroristes islamistes, quand l'armée malienne a eu le coup d'État de 2012, il a eu ses replis. Et les MLA a mis en place une coalition. Et après les islamistes, là, Yada Gali et autres, à ce moment, Yada Gali était à la tête d'un mouvement qu'on appelle Ansardine. Les islamistes ont délogé les rebelles séparatistes qui sont les MLA à la sorte de la France. Les islamistes ont délogé ces rebelles séparatistes. Les MLA n'existaient plus au Mali. C'est moi qui vous donne cette information. Al-Qaïda et autres là, Al-Qaïda, Moudjao, mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest, Moudjao et autres là, ils avaient mis hors du territoire malien ce qu'on vous appelle aujourd'hui les MLA. Les MLA s'étaient réfugiés en Mauritanie et bien sûr au Burkina Faso. Comprenez bien. C'est quand il y a cette intervention de la France, c'est la France qui a ramené les MLA avec elle. Et quand l'armée malienne avec la France, on a libéré ensemble Gao, Tombouctou, arrivé à la porte de Kidal à Anefis, la France a dit à l'armée malienne de s'arrêter à Anefis, à moins de 300 km de Kidal. Et à partir d'Anefis, la France est partie réinstaller les MLA à Kidal. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Et quand il y a eu la visite du Premier ministre Moussa Mara en 2014, le Mali quand les Maliens ont voulu déloger les MLA, les Maliens ont occupé déjà toutes les bases du MLA. Ce sont les snipers français, alliés aux islamistes, qui ont bien sûr, en tout cas une fois de plus, combattu l'armée malienne. Et l'armée française a même désarmé le Mali avec l'aménagement pour remettre les armes du Mali à ce qu'on appelle les MLA. Donc MLA, ce n'est rien d'autre que la France. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, pour aller très vite, là où nous en sommes, il y a un accord d'Alger avec l'IPK, on est en train d'appliquer cet accord. L'accord dit, il y a une clause de l'accord qui dit que les rebelles doivent être désarmés et bien sûr intégrer l'armée malienne, ce qu'on appelle DDR, le processus de DDR. Au lieu que les rebelles soient totalement désarmés, quelques-uns ont été désarmés,
C'est ce qui fait que l'armée malienne n'a pas encore pris Kidal et quelques villes du nord. Pour ceux qui ne comprennent pas, il y a cet accord d'Alger. Les MLA profitent, puisque la France est en train de partir, pour tenter quelques boucans. Mais je vais vous dire, d'abord, le territoire réclamé par MLA, la carte que les France-africaines décident là, vous mettez sur les réseaux sociaux, c'est loin de la réalité. Dans cette carte-là, vous avez Gao, vous avez Tombouctou. Gao et Tombouctou, là, ce sont des villes en majorité Soraï. Soraï, ce sont les Maïgas, les Tourés. Ce sont des gens qui ont la peau noire comme nous. Ils ne vont jamais se laisser dominer par ces voyous, quelques voyous qui sont manipulés par la France. Donc, seulement la région de Tombouctou fait à peu près 40% du territoire malien. Et dans la carte que vous avez, on écrit Tombouctou. Or, Tombouctou, là, c'est en grande partie contrôlé par les Arabes et bien sûr par les Soraï, pas par les Tamashek. Et vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc, c'est une carte de propagande que je vois, que quelques mêmes moutons de Ouattara disent voici Azawad. Ils ne connaissent même pas le Mali. Même la France ne sait pas le Mali, ne connaît pas le Mali. Les Mali contrôlent aujourd'hui à peu près 90% du territoire malien. Vous avez vu récemment, avant-hier, oui, avant-hier, il y a eu un décret lors du Conseil des ministres pour militariser la police et la protection civile du Mali. C'est ce qui a fait agiter les MNLA. Parce que qu'est-ce que le Mali dit? La police va servir à quoi dorénavant? Les zones récupérées, le Mali est très vaste. Il faut beaucoup d'effectifs. Les localités récupérées seront désormais sécurisées par la police et la protection civile qui seront dotées des armes lourdes. L'armée va continuer l'offensive. L'armée va marcher sur Kidal. C'est ça. Voici tout le problème. Quand les MLA appellent à une fusion là, les MLA c'est qui ne fait pas le poids. Voici la réalité des choses. Voici l'analyse que je vous donne. Et je vais vous dire, autour de Kidal, quand Gamou a voulu prendre Kidal, c'est la MINUSMA qui a fait une barrière de sécurité en fait. 20 km autour de Kidal. Empêcher, parce que Gamou là, ce sont des forces d'autodéfense pro-Mali, pro-gouvernement malien, mais ce sont des Tamashek, dans la plupart des cas et autres tribus. Quand ils ont voulu rentrer dans Kidal, déloger tous ces voyous de la France, c'est la MINUSMA qui s'est interposée à 20 km de la ville de Kidal. Comme la France s'est interposée au niveau de Benghazi pour commencer à chasser Kadhafi. Là, le même scénario, le même logiciel. Donc je vais vous dire, les MLA là, ça ne correspond à rien. Les MLA là, ça ne contrôle rien. Ne vous fiez pas à leur agitation, à leur agissement. C'est fini pour eux. Ils savent de quoi je suis en train de parler. Ils savent. Ils sont en train de nous suivre. Leurs agitations, parce qu'on a militarisé la police, on a militarisé la protection civile, et que dorénavant, l'armée veut mettre les caps sur les autres zones. Regardez, je vais vous dire pour vous montrer que les MLA, c'est la France. Et je vais terminer par ça. Vous n'allez jamais attendre qu'un convoi du MLA a sauté sur une mine. Vous n'allez jamais attendre cela. Jamais. Les MLA ne montent pas sur les mines. Pourquoi? Comme ça, on dit que ce sont les touristes qui posent les engins explosifs. Donc ça veut dire quoi? La nuit, le MLA, c'est du tourisme. La journée, c'est un accord. Donc c'est les MLA même qui contribuent à poser ces agents explosifs. Et vous avez autre preuve. Il y a des combats entre le groupe d'autodéfense, c'est-à-dire les troupes du général Gamou, les MSA, autre mouvement d'Azawad, mais pour Mali. Mouvement pour le salut de l'Azawad, pour Mali. Ces différents groupes-là sont aujourd'hui en train de combattre l'État islamique dans la région de Menaka et bien sûr au niveau d'Assongo. C'est pour Bazoum disait que Menaka va peut-être tomber. Parce que Bazoum maintenant il est le porte-parole des terroristes. C'est la France qui lui donne cette information. Bazoum dit cela, mais Menaka n'est pas tombé. Ce sont des groupes d'autodéfense qui combattent. Mais au même moment, il y a quelques hommes de MLA, en tout cas, dans les alentours. Mais dites-vous pourquoi les MLA ne combattent jamais le groupe terroriste? Parce que les MLA, le groupe terroriste, là, c'est la même chose. Les Maliens souffrent aujourd'hui de cette crise à cause du MLA. C'est MLA qui a fait venir tous les terroristes de la Libye, qui a formé cette coalition, bien sûr, pour s'attaquer au Mali. Donc les islamistes là et les MLA là, c'est un même clan. C'est le même groupe. Vous n'allez jamais voir les MLA combattre les djihadistes, tout simplement parce que les islamistes avaient déjà délogé les MLA du nord Mali et c'est l'intervention française qui a ramené les MLA au niveau de Kidal. Voici toute la réalité. Sans la France, les MLA n'existent pas. Sans la France, les MLA n'étaient plus au Mali.
Les MLA étaient chez Blaise Compaoré. Même Iyad Dagali, il était tranquillement chez Blaise. Les MLA étaient chez Blaise Compaoré et à Mauritanie. C'est l'intervention française qui a fait amener les MLA. Et je vais vous dire cette complicité. Quand il y a eu ce combat entre le Mali et le groupe des droits du Haut à Kidal, pour signer le traité de paix, là où on a dit le premier ministre du Mali ne doit pas aller à Kidal, et le président de la Mauritanie qui est venu atterrir dans la ville de Kidal, où il y a les MLA et autres pour négocier un traité et un cessez-le-feu. Comprenez ce que ça veut dire? Nous sommes dans un complot qui dépasse le Mali en réalité. Ça, c'est la réalité des choses. Mais le combat, il est clair. Il y a des groupes d'autodéfense, bien sûr. Il y a la police qui vient d'être armée. Il y a la protection civile. Nous avançons à pas sûr. Tous les nids de touristes au niveau du centre du Mali ont été détruits. Sokoro, ils ont été détruits. Moura, ils ont été détruits. Tessit, ils ont été détruits. Donc, on est en train de faire ce qu'on appelle ça. Quand vous combattez les forces russes là, et nettoyer les terrains là, c'est ce que nous faisons et nous avançons vers le nord. Donc, les quelques attaques que vous voyez souvent au niveau du nord là, c'est une façon d'attirer l'armée malienne dans le piège. C'est-à-dire quoi? L'armée malienne doit parcourir 400 km par exemple pour aller assister à un combat. Or, dans 400 km là, il y a suffisamment de mines. Dans 400 km, vous allez avancer à découvrir. Vous allez laisser beaucoup d'espace derrière vous. Voici des petits pièges que la France tente de poser. Mais nous avançons lentement, sûrement. Le Mali contrôle de renvoi une grande partie du territoire malien. Et aujourd'hui, vous pouvez faire une semaine, 10 jours, 15 jours au Mali sans attendre parler d'une seule attaque. Depuis on a chassé la France là. Après ça même hier là, il a plu ici, il a plu ne cesse de venir. Tellement c'est du bonheur. Il pleut, moi depuis que je suis au Mali, je n'ai jamais connu tel hivernage. Une saison pluvieuse. Il ne cesse de pleuvoir. Nous sommes dans le bonheur. Depuis nous avons expulsé Lucifer. Depuis nous avons expulsé Satan, il pleut beaucoup. Et aujourd'hui, même les attaques que la France mène à partir du Niger sont des attaques qui se font rares. Parce que si vous venez là, vous n'allez plus retourner. C'est la mort assurée. Merci. Issa Diawara, on revient donc sur ce plateau avec vous, Jonathan Batengene. La France semblait bloquer la pluie du côté du Mali. Issa Diawara vient de nous en donner confirmation. En ce qui concerne la marche donc engagée par les forces de défense et de sécurité du côté du Mali, est-ce que doit-on dire pour définitivement sortir de cette émission? Pas de quartier pour le MNLA? Nous avions dit avant même que l'armée malienne commence la grande offensive, nous étions face au régime injuste de l'ancien président Ibeka. Ibrahim Boubacar Keïta. Ibeka, disions que pour résoudre la question du terrorisme, il faut une montée en puissance de l'armée malienne. Et la fin d'année dernière, nous étions sur une note. Il fallait la montée en puissance de l'armée malienne. Finalement, cette montée en puissance commence à être perceptible. Notons-le, M. Wafo. Les Africains n'inventent pas les conflits sécessionnistes. Les États-Unis ont eu des conflits sécessionnistes sur leur territoire. Comment les ont-ils résolus? C'est par la violence de la guerre. Les unionistes contre les confédérés. C'était un conflit sécessionniste. Mais les unionistes ont pris le dessus sur les confédérés. Et c'est ce qui fait aujourd'hui les États-Unis. Les États-Unis ont un mouvement sécessionniste en leur sein. Vous savez qu'il y a peu de temps, l'État de Détroit a célébré son indépendance. Vous avez vu un détroitiste ou un détroitiste sortir, se hasarder à se pavaner avec leur drapeau et tous les éléments. Il sait qu'en cas de manifestation de la véritable indépendance, il y aura la répression sanglante, sans état d'âme, de l'armée républicaine états-unienne. Et là, nous ne serons pas opposés. Hein. Nous serons d'accord avec l'armée états-unienne. Les Britanniques, en Irlande, depuis 1950, jusqu'à 1977, faites un peu le calcul, ça fait 27 ans de guerre, 37 ans de guerre
Non. 27 ans de guerre assidue qu'ils ont livré à l'Irak. L'Angleterre. Toujours une guerre de sécession. Vous avez vu que les Nations Unies, on était à la période où les Nations Unies battaient le plancher avec la question des forces de maintien. Vous avez entendu qu'il y a les forces de maintien de la paix en Irlande? Il n'y en a pas. On a maté les Irlandais. Aujourd'hui, l'Irak se contente de l'autonomie à compte-goutte que lui accorde l'Angleterre, pays attitré des droits de l'homme, puissance donneuse de leçons, qui se bat pour la souveraineté de l'Ukraine. C'est l'histoire, on parle de quoi? C'est quoi qui se moque de la charité? L'hôpital qui se fout de la charité. L'hôpital qui se moque de la charité. C'est-à-dire l'Angleterre qui viole la souveraineté de l'Irlande, défend la souveraineté de l'Ukraine. On est dans un monde tout à fait à l'envers. On marche sur la tête. Sur la tête. Mais ça, c'est le monde des Britanniques. Un pays qui peut voler les îles Malouines en 1883 continue son braquage en 1982 avec une guerre. Vient vous dire que le fait d'avoir récupéré la Crimée par la Russie, c'est une très mauvaise chose. Comme quoi La Fontaine n'a pas encore fini de nous donner des leçons. Il disait les lois ressemblent toujours aux puissants. Donc voilà des pays qui n'ont jamais résolu les questions sécessionnistes par le dialogue. Ces pays-là ont utilisé la violence. Et cette fois-là, ce n'est pas une violence illégitime, parce que la théorie de la science politique de ces gens nous dit que l'État est le seul, c'est Max Weber, non? C'est leur bréviaire de la science politique. L'État est le seul acteur qui a le monopole de la violence légitime sur son territoire. Maintenant, à notre question, les Maliens doivent monter en puissance. Nous avions dit ici en début d'année que les Azawadiens ont une seule sortie honorable qui leur est offerte: déposer les armes, intégrer la grande communauté malienne. Les petits conflits, nous sommes un peu métissés, vous êtes trop noirs, ça c'est des questions, on peut dire, esthétiques. C'est des questions esthétiques. Ce n'est pas des questions de fond. Est-ce que vous êtes malien? Vous le reconnaissez d'abord, le reste, on va discuter, on va débattre après. Le métissage, ça se fait après avec les mariages. Donc, l'armée malienne doit continuer sa montée en puissance. La militarisation de la police, la militarisation de la protection civile sont des conséquences d'une situation historique. Et comme chaque peuple bâtit son histoire et adapte ses institutions en fonction du tempo de l'histoire, les Maliens ont réalisé cela. C'est une étape à franchir. Nous réitérons encore, les Azawadiens ont une seule solution: se convertir en homme politique malien. Venir faire la politique, créer des partis politiques, venir faire la politique. Ceux qui se hasarderont à écouter le discours trompeur de l'empire du mensonge, qui leur fait croire qu'ils peuvent s'en sortir dans un affrontement, eux-mêmes qui regardent encore bien les informations, l'État du Mali s'est doté de suffisamment de matériel militaire. Et ce matériel, ce n'est pas pour venir supplier quelqu'un. C'est si vous êtes un homme sage, vous vous convertissez à la politique. Si vous êtes un homme entêté et gonflé d'orgueil qui veut mourir inutilement, vous restez au front et vous attendez votre mort au front. Vous l'aurez mérité. L'armée malienne est dans ses missions régaliennes. La constitution malienne est claire. Les questions que la France fait, on ne va même pas en discuter. Pour ce qui est de Bazoum, quand même, président du Niger, en 30 secondes, on va sortir rapidement. Il confirme bien l'idée qu'avait émise le Premier ministre Maïga. Il est resté rebelle malien dans la tête. En âme et conscience, il est resté le rebelle malien qu'il a été.
Celui qui était dans les années 92 allait signer les accords de paix avec le président Amadou Toumani Touré. Bazoum est resté rebelle. Pourquoi? Parce que Bazoum parle encore de Menaka et de Kidal. Et il y a 2 jours, des mouvements de l'armée, des mouvements des rebelles ont été observés autour des 2 villes. On a dépassé les 30 secondes, Jonathan. Donc, M. Bazoum est resté un rebelle dans l'âme. Et comme tout rebelle, son tour commence après-demain. Dimanche, le peuple nigérien est appelé à faire justice. Un rebelle malien ne peut pas se pavaner et continuer à faire l'apologie de la déstabilisation à la tête du Niger. Peuple du Niger, aidez-nous à faire justice dans cette situation. La manifestation du 9 octobre, dimanche, au Niger, c'est la manifestation du peuple africain devant le larbin de la jeune française. Merci à vous, Jonathan Batengene. On va retrouver également le professeur Jean-Paul Mbelek. Prof, en 4 minutes pour sortir de cette émission. Jonathan Batengene l'a dit. Vous également, vous le pensez, vous? Pas de quartier des forces armées, des forces de défense et de sécurité du Mali contre le MNLA? Pour écouter ce qu'a dit Issa Diawara, c'est un Malien et pour ce que je sais aussi du Mali, ce qu'il a dit est correct. Je me souviens même à l'époque, dans les années 2012-13, ou un peu plus tard, je me suis rendu compte que la situation malienne n'était pas bien comprise sur le plateau. Je l'avais fait savoir à ceux qui voulaient bien m'écouter. Quels sont les chiffres? Ce que dit Issa Diawara, d'abord, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Il est sur le terrain, il connaît son pays. Moi, j'ai écouté ce qu'il a dit, c'est ça. Le MNLA s'appelle d'abord le MLA. À partir de ce moment-là, Moussa, c'est Mohamed Ag-Sherif, qui est le président. MNLA, il est seulement né en 1977, hein, il n'est pas si vieux que ça non plus. Il a été reçu en France par les responsables français. On est en 2012. Ça s'est scellé à ce niveau-là. Les forces quittent la Libye et entrent au Mali. Premier massacre à Guelhok. Oui, ils massacrent les militaires maliens qui étaient mal armés, puisqu'on ne les ravitaillait pas, un peu comme on le voit au Burkina Faso aujourd'hui. Et ils font un tri ethnique. Une balle pour les non-Touaregs et égorgement pour les Touaregs. Je parle des militaires maliens. Parce que l'armée malienne mélange tout le monde. Bon, ceci étant dit, moi j'étais au Mali, hein. J'étais au Mali. Quand j'ai quitté le Mali, 2 semaines après, Aya Sanogo fait son coup d'état. Moi j'étais au Mali, c'était même à Gao. Tous les chiffres qu'il dit là, moi j'ai fait plusieurs fois Bamako-Gao, en quart, 18 heures. C'est le plus court trajet que j'ai fait. Le plus long a atteint 23 heures en route. Direct Bamako-Gao. Bon, comme ici, les cars s'arrêtent en route. Ça fait bien 1200 et des poussières de kilomètres. J'ai fait ce trajet aller-retour plus de 5 fois. J'étais à Gao. Donc, moi aussi j'ai une vision de Mali. Sauf que ça remonte maintenant un peu loin. Ça remonte à 2012. Quand j'ai quitté le Mali. À cause d'événements, tout simplement. Alors, donc, situons un peu les choses. Le MNLA, comme il a dit, c'est un mouvement de Touareg, mais pas tous les Touaregs. Et c'est pas tous les Ifoga. Tout Ifoga n'est pas membre de ce mouvement terroriste. Parce qu'ils sont devenus terroristes dès qu'ils ont fait l'alliance avec la France, le gouvernement français. Les Ifoga. Les Touaregs même représentent combien? Il y a les Imgad. Et puis c'est très féodal, hein, parce que les Ifoga ont toujours eu la domination sur les Imgad et les autres. Hein. Donc il faut bien comprendre pourquoi. C'est que si on fallait même Azawad, dans Azawad, les Imgad, eux, ils sont les seigneurs, quoi. Les autres sont presque leurs esclaves. Oui. Alors, donc, les Touaregs, même, c'est quel pourcentage de la population malienne? On va dire 5%. Si je suis généreux, 6%. Ça ne dépasse pas ça. La population de Mali qui est dans les 4 millions. Mais vous voyez, quand on met Azawad là, ça descend pratiquement jusqu'à Douanza. C'est le centre du Mali. Mopti, Douanza. Douanza, tu descends quelques kilomètres à Mopti. Alors, ça fait quoi? Ça fait que qu'on leur donne à peu près les 3/5 du pays. Les 3/5 du pays. Même un peu plus. Et dans laquelle on inclut Gao, qui est la capitale de l'Empire Songhai. Nous avons tous appris ça à l'école. Tombouctou. Et ça, c'est l'Azawad. Azawad, ça n'a jamais existé, ça ne veut rien dire. Azawad, c'est juste un endroit de pâturage, quoi. Et tout ça, c'est les pâturages. Mais non.
C'est une zone précise où on envoie les bœufs. Et puis les Touaregs n'élèvent pas les bœufs. C'est surtout réservé aux Peuls. Tout ça, c'est du mensonge. Alors, pour masquer la France, pour masquer, quand on dit pas que c'est un mouvement qui est ethniciste, c'est même pas ethnique parce que c'est pas toute l'ethnie qui est là-dedans, ethniciste. Et alors, on a mis comme vice-président Mahamadou Djeri Maïga, vice-président. Il est mort en 2018, donc il y a environ 4 ans, à Bamako. C'était un Songhai, c'est ça que je veux dire. Quand on dit Maïga, Maïga veut dire ancien, chez les Songhai. Il n'a pas été les Maïga, les Touré, même les Haïdara d'ailleurs, sont aussi des Songhai, hein, il y en a d'autres. Et ça, c'est la Libye, pour enrober un peu tout ça. Bon, les mêmes choses se font un peu ailleurs en Afrique. Alors, le MNLA est donc le machin de la France. Quand on va au Niger, on a la même chose. Encore que les Touaregs sont un peu plus nombreux au Niger qu'au Mali. Parce que le pays où il y a plus de Touaregs, c'est le Mali. Ils sont tous très minoritaires, mais c'est là-bas au moins ils sont un peu plus nombreux que les Maliens. Voilà. Alors, 5%, mettons même que tous les Touaregs soient d'accord. 5% de la population, on en donne plus de 3/5 du territoire. 5% de la population aurait plus de... dans laquelle une zone historique que tout le monde sait que c'est l'Empire Songhai qui est héritier de l'Empire du Mali. Attendez, faut quand même pas exagérer. Et ça c'est pour les raisons, on connaît, économiques, de pillage. Donc dans ce cas-là, je vais donc chuter. Si j'ai pris 4 minutes, j'arrête même là. Je vais chuter, je vais pas en prendre plus. Et ça, Diawara se l'a dit, correct. Il n'est plus question que nous marchons dans les combines impérialistes. Donc on doit être prêt à l'affrontement final. Moi, je n'ai pas dit un affrontement final. Au sortir de là, plus d'esclavage pour aucun droit dans le monde. Commençons par les Africains. Merci. Et tout Africain qui n'est pas solidaire de la race noire n'est pas un Africain digne de ce nom. Il peut quitter le continent. Parce que l'Afrique, c'est l'Afrique noire. Si quelqu'un vient nous montrer sa blanchiture, on s'en fout de sa blanchiture. Non, on s'en fout. Mais il est solidaire. Il est solidaire des Premier Noirs. habitant qui est aussi premier habitant de la planète. Si ce n'est pas le cas, qu'il aille en Europe, d'où viennent ses autres ancêtres. On ne veut pas savoir. Ok? C'est pas tout. Maintenant, je chute vraiment. Ce qu'Issa Diawara a dit, ça dit qu'il y a une chose qui est en préparation, ils veulent l'anticiper. Vous voyez? Ils savent que le feu va tomber sur eux. Ok? L'armée va marcher, va finir par marcher sur Kidal. C'est ce que je dis. Maintenant, c'est libération totale, on ne discute même plus. Voilà. Mais arrivera qui... Et d'ailleurs, c'est pas arrivera qui arrivera. Si quelque chose leur arrive, ce n'est que bien qui brûle, maximum. Je ne parle pas de la population. Moussa Ag Shérif et tous les autres qui l'accompagnent, là, qui brûlent, on n'en parle même plus. Ils brûlent. C'est le sort qui a été réservé à Bokoris. Je pense que c'est le nom précisé. Hein. Je ne peux pas donner le nom égyptien, je ne l'ai même pas retenu. Bokoris. Quand Shabaka a attrapé Bokoris, les flammes. Qui est Shabaka? Shabaka, c'est un roi soudanais. C'est ce que les égyptologues appellent la 25e dynastie soudanaise, 25e dynastie. Ça, c'est leur classement là-bas. Ils ont régné sur le Soudan et sur l'Égypte. C'est pour ça qu'ils ont 2 cobras. On appelle ça les Iréus sur la tête. Les 2 royaumes là. Égypte et Soudan. Ils ont régné. Le premier qui vient là-bas, c'est Taharka. Taharka, il vient là en libérateur. Parce qu'il y avait cette dynastie libyenne. Et ce sont les Touaregs ne sont qu'un détachement de cela qu'on appelle les Libyens. C'est un détachement. La preuve, c'est que les Égyptiens appellent ces gens-là les Tamerou. Le ou là, c'est la marque du pluriel, comme en Bambara, le ou final. Or, comment on appelle la langue des Touaregs? Le Tamashek. Ils ont même des noms comme les Takelot. Takelot, moi je connais le Mali, il y a des noms Takelot chez les Touaregs. Ça existe. Et le mouvement Touareg là, au-delà, parce qu'ils ont fait une idéologie, c'est pas le seulement le Mali hein, ou le Niger, non. Ils les ont mis dans un package global qu'on appelle le berbérisme et les amazirs. C'est que si en Algérie, ils revendiquent leur berbérisme par rapport à l'arabisme forcé, mais au Mali aussi. Alors on a fait un package, essayer de faire et faire évoluer un concept qu'on appelle le berbérisme. Sauf que ce sont des théories occidentales. C'est que les Berbères eux-mêmes sont victimes de choses qui... C'est pas leur histoire. Ce sont des théories occidentales. Et au lieu de chercher leur propre histoire, ils entrent dedans. Ok? Donc je disais, donc je vais chuter là-dessus. Lorsque Shabaka arrête Bokoris, parce qu'ils commençaient déjà à faire des choses barbares en Égypte, on les a tolérés au départ. Ok.
ils sont là, ils viennent là, bon, ils sont égyptiens comme les autres, ok, d'accord, mais on connaît leurs origines à la base, hein. Ils se mélangent avec tout le monde, dont le métissage dont tu parlais. Je ne vais pas y revenir, c'est qui est vrai, il y a le métissage. Mais à un moment donné, parce qu'il y a un peu de désordre, ils prennent le pouvoir. 200 ans de présence libyenne en Égypte, le nord de l'Égypte, hein, jamais le sud. Mais quand ils ont voulu déborder et puis étendre la barbarie et la sauvagerie, parce qu'ils n'ont pas de culture comme les Égyptiens, c'est là que les Soudanais sont venus, parce que les prêtres les ont appelés, les prêtres de Thèbes, ils sont venus. Ok? Pour montrer que c'était la barbarie et la sauvagerie. Quand Shabaka, qui est un des descendants de Taharka, met la main, c'était pas Taharka, on dit pas, excusez-moi, c'est Pianki. Pianki, Taharka, c'est aussi un descendant. Après Taharka, il y a Shabaka. Le premier qui vient pour secourir l'Égypte, c'est Pianki. Quand Shabaka lui met la main, il le brûle pour purifier le pays, il brûle carrément Bokoris. Donc je dis que l'armée malienne qui va monter au nord là, pour reconquérir le territoire, chacun qui l'attrape là, s'il veut donc à le brûler. Ça s'est déjà fait dans le passé. Shabaka l'a fait par rapport à Bokoris. Et Bokoris était supposé être un pharaon d'origine libyenne. Il a brûlé. C'est pour dire, on met fin à votre affaire de sauvage là. Parce que c'est la sauvagerie. Ils nous ont amené le terrorisme, c'est la sauvagerie. Merci, merci à vous, professeur Jean-Paul Mbelek. Nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. On va permettre, si le réalisateur Daïnatan nous l'accorde, de 2 minutes également à Patient Parfum d'Homme pour toucher un mot rapidement sur le sujet du Mali. Bon, les 2 minutes. Non, c'est le débat qu'on a déjà fait. On a déjà fait au moment où il y avait... Et les gens peuvent revenir revoir les émissions sur Afrique Média. Hein. Et on a expliqué ce qui s'était passé. En réalité, c'était un deal qui s'était passé entre les troupes Touareg qui étaient les supplétifs de l'armée de Muammar Kadhafi et la France. La corruption est passée par là et on leur a promis cet espace. Et évidemment... les gens les ont vus venir. Vous vous souvenez encore le président malien de l'époque qui disait mais les colonnes déferlées, les satellites ont vu ces colonnes déferler et s'installer dans cette zone-là qui était à un moment donné occupée par les terroristes djihadistes, n'est-ce pas, et qui avaient chassé ces troupes-là de cet espace. Il a fallu l'intervention française pour les ramener. Donc là, on a en cohérence, ça a été dit. Mais une fois de plus maintenant, pour faire simple, parce qu'on n'a pas le temps, c'est de dire que vous voyez, chaque fois qu'on a des gains, l'ennemi reconstruit des abcès de fixation pour empêcher une victoire totale. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas encore totalement fini. Chaque fois que nous avons des gains, que nous gagnons, l'ennemi trouve toujours le moyen. Ah oui, il va ressusciter des choses qui n'existaient plus. Un petit truc comme ça, là, il en fait une abcès de fixation et tout le débat de vos ONG va tourner tout autour. Que vous voyez, on est en train de massacrer les Touaregs. Attendez, ça va arriver bientôt. Ça va arriver bientôt. Donc, ils ont vu qu'ils ont été battus. Ils ont perdu le Mali. Mais maintenant, ils vont créer cette affaire-là de la Zawad, que tout le monde a vu pour la première fois sur les plateaux de France 24. C'est une vérité. Oui, nous qui avons suivi l'époque, là, cette affaire-là. Donc, ils vont remettre tout ça maintenant sur la sellette en nous disant, voilà les gens que les Maliens veulent massacrer, tout simplement parce qu'ils revendiquent l'autonomie de leur espace. Et vous avez vu ce gars qui est d'ailleurs passé dans cette télévision française qui dit que leur revendication pour avoir une autonomie ne date pas des crises qu'on voit là, que c'est très longtemps qu'ils sont dans cette démarche. Donc comme Manoud Bangourza, l'ennemi ne dort jamais. Ces gens-là, ils vont toujours trouver un moyen pour avoir des choses comme ça pour nous embêter. Donc ce n'est même pas une question de Touareg. L'Ambelec l'a dit, on l'avait dit avant. Parce que quand vous allez par exemple dans un pays comme le Niger, il y a des parlementaires qui sont des Touaregs. Il y a des ministres Touaregs il y avait dans le gouvernement de Soufou. Mamadou Issoufou. Donc c'est pas ça le problème. Le problème c'est que l'ennemi, voyant qu'il est en train de perdre complètement la main dans l'espace, il crée un problème. Il le crée de toutes pièces. Et voilà le problème qui est revenu. Dans des trucs, vous allez entendre que l'ONU, ça s'agit de problème, que l'Union africaine, ça s'agit de problème, que le Conseil de sécurité est questionné sur le problème. Voilà. Sans oublier la CEDEAO. Voilà, la fameuse CEDEAO que vous connaissez très bien, tout simplement parce que la France ne veut pas s'avouer vaincue pour accepter
si elle peut encore l'accepter, cette élite-là, de négocier, n'est-ce pas, d'égal à égal avec le nouveau pouvoir au niveau du Mali, mais surtout le nouveau pouvoir au niveau de la sous-région. Et ça me ramène au début de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette guerre-là, cette confrontation-là, ce n'est pas une affaire seulement africaine. Elle a aussi un rapport avec l'opération militaire spéciale qui se passe en Ukraine. Pourquoi? Parce qu'elle va rebattre les cartes par le biais de la possibilité enfin que nous avons de la création d'un monde multipolaire. Or, les puissances occidentales, n'est-ce pas, et impérialistes, ne veulent pas de l'avènement de ce monde multipolaire. D'où tous ces micmacs, toutes ces tentatives de freiner cet avènement. C'est une espèce de fuite en avant. Hein. De toute façon, nous sommes en plein dans un monde multipolaire qui va, dans bientôt, on va voir les lueurs, n'est-ce pas, les rayons de ce soleil-là qui vont illuminer toute la planète, parce qu'on a c'est la voie royale et par laquelle les choses vont forcément se faire. Mais nous sommes dans une période de latence, et dans cette période de latence là, comme disait Antonio Gramsci, l'ancien monde se meurt. De nouveau, un langue apparaît. Et dans ce clair-obscur que surgissent des monstres. Et voilà les monstres qu'on nous fabrique, n'est-ce pas, pour empêcher justement que l'Afrique rapidement puisse se réapproprier de sa souveraineté. C'est ça l'enjeu de l'heure, et c'est ça qui demande et qui exige justement que la jeunesse africaine, que l'ensemble des peuples africains monte en puissance dans son organisation, dans sa capacité, n'est-ce pas, de mieux muscler, n'est-ce pas, ses capacités de résistance dans tous les domaines. Je suis clair là-dessus, dans tous les domaines, parce que ce qui arrive en face de nous, il faudra vraiment qu'on ait des biceps qui soient comme des vérins hydrauliques pour pouvoir résister et vaincre l'ennemi très rapidement, sans que ça ne nous coûte beaucoup en termes d'hommes, en termes d'espace qui seront complètement saccagés, mais surtout en termes d'espoir. Et cet espoir-là, nous l'avons sur ce plateau. C'est pourquoi c'est la raison pour laquelle nous y sommes depuis plus d'une décennie, parce que nous savons qu'au bout de cet effort, nous allons finir par gagner cette guerre-là que nous a imposé l'ennemi. Merci à vous, Patient Parfum d'Homme. Eh bien, cette montée en puissance que vous convoquez, elle a été mise en place depuis quelques mois par l'armée malienne avec une expression chère à Jonathan Batengene, l'opération Kélétigui, qui symbolisait la montée en puissance de l'armée malienne. Issa Diawara l'a dit, les forces armées maliennes, les forces de défense et de sécurité du Mali vont finir par marcher sur Kidal et éradiquer tout le terrorisme de ce côté-là, comme cela a été fait du côté du centre du Mali. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Le combat continue, bien évidemment. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette émission. Merci à vous, chers messieurs, d'avoir répondu présent. De l'autre côté du Mali, on avait Issa Diawara, Issa Sissé était là. Sur ce plateau central, Jonathan Batengene, Patient Parfum d'Homme, le professeur Jean-Paul Mbelek. Du côté de l'équipe technique, on avait bien sûr Dae Nathan à la réalisation et Parfait Bissaï à la diffusion. Restez bien sûr sur Afrique Média, non seulement le combat continue, mais nos programmes se poursuivent. Je vous retrouve pour d'autres éditions, toujours sur la télévision panafricaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir.